Salam alaikum wa rahmatullah. Très chers amis, je suis très heureux d'être parmi vous dans cette belle après-midi et dans ce colloque, ce 12e colloque international du diabète et de la nutrition organisé euh, par notre cher maître professeur Belkhadir. Et donc voilà, donc on va essayer de discuter aujourd'hui la place des glyphosines dans la stratégie thérapeutique du diabète de type 2. Je tiens à remercier le laboratoire AstraZeneca euh, qui m'a offert cette opportunité de discuter avec vous cette thématique. Et donc, pour avoir une idée globale sur la place des glyphosines dans la stratégie thérapeutique du diabète type 2, on va essayer d'aborder le sujet sur différents items. On va d'abord introduire par le mécanisme d'action de cette classe thérapeutique et puis après on verra automatiquement l'efficacité métabolique de cette classe, la cardioprotection, la néphroprotection de cette classe et bien évidemment on aura aussi à discuter la tolérance et on va conclure par les recommandations pour identifier la place réelle de cette classe thérapeutique. Donc, tout d'abord, en ce qui concerne le mécanisme d'action, c'est une classe thérapeutique qui s'individualise par un mécanisme d'action qui est différent de ce qu'on a l'habitude de faire. On a l'habitude de donner des médicaments qui vont cibler le pancréas ou qui vont cibler l'insuline résistance. Là, c'est une autre cible, c'est au niveau rénal. On va essayer d'augmenter l'excrétion rénale de glucose. Alors, tout se passe au niveau du tube contourné proximal, ce que vous voyez là en pointillé. Et c'est à partir de ces cotransporteurs de glucose de sodium qui vont être bloqués par le médicament, comme vous allez voir sur ce défilé d'images. Alors, les pointillés en bleu veut dire qu'on aura un blocage de ces cotransporteurs et automatiquement on aura une excrétion augmentée de glucose et de sodium, ce qui va être responsable, et de l'eau automatiquement, ce qui va être responsable d'une augmentation de la diurèse avec une miction de plus chez votre patient. Vous aurez aussi une augmentation de l'excrétion de glucose et automatiquement une réduction de la glycémie moyenne et de l'hémoglobine glyquée. Et vous aurez aussi une réduction de la natriurèse avec ses répercussions sur la pression artérielle. Tout cela va nous mener à discuter qu'il existe carrément une réduction du seuil d'excrétion rénale de glucose chez des patients qui sont mis sous glyphosine et automatiquement, vous n'aurez jamais un seuil inférieur à 1 gramme par litre euh, chez ces patients-là. Et automatiquement, au cours du traitement par les glyphosines, on n'a pas ce risque d'hypoglycémie, sauf si vous avez d'autres thérapeutiques hypoglycémiantes, à savoir les sulfonurées ou l'insuline. Alors, sur le plan métabolique, commençons d'abord par l'action principale qui est la réduction de la glycémie moyenne qui va être représentée essentiellement par l'hémoglobine glyquée. On aura une réduction de l'hémoglobine glyquée entre 0,5 et 1,2%. Cette réduction de l'hémoglobine glyquée est pratiquement stable, quels que soient les médicaments associés, ce qui va rendre, ce qui nous rappelle de l'utilisation de la metformine, qui est pratiquement, qu'on peut l'associer presque à toutes les médications. C'est de la même manière, cette classe thérapeutique aussi, on peut l'associer à toutes les médications, que ce soit, vous voyez là sur le graphique, avec la metformine, on a la même efficacité, avec les sulfamides, avec metformine et sulfamide, avec metformine et pioglitazone, et même avec l'insuline, vous aurez toujours une efficacité métabolique remarquable. Ce qui est aussi bien à étudier, qu'est-ce qu'elle fait, ce type cette classe thérapeutique, qu'est-ce qu'elle fait sur le plan de temps, d'augmentation du temps dans la cible ou de la variabilité glycémique. Vous savez maintenant très bien que une hémoglobine glyquée
normal ne veut pas toujours dire que votre patient est bien équilibré, parce qu'on pourra avoir chez des patients qui auront une variabilité glycémique majeure, une réduction du temps dans la cible malgré une hémoglobine glyquée dans la cible. Et donc, c'est pour cela que il faut toujours avoir recours à ces nouvelles métriques pour mieux identifier les patients qui sont dans la cible. Ça a été étudié pour les glyphlosines et cette fois-ci par la dapagliflozine qui a été étudiée contre un bras actif, qui est que vous prescrivez tout ce qui est le glycazide. Et en comparaison avec avec ce traitement, la dapagliflozine a démontré qu'il existe une réduction majeure de la variabilité glycémique, que ce soit la variabilité intrajournalière représentée ici par le coefficient de variabilité glycémique, qui a été réduit de manière significative. Il y a aussi une réduction de la variabilité interjournalière qui est ici représentée par le MAGE. Sur le plan de temps dans la cible, il a été amélioré de manière significative. Dans le bras dapagliflozine, on avait eu à la baseline, on avait eu un temps dans la cible à 47% qui s'est amélioré vers 73% après 12 mois de traitement, alors que dans le bras glyclazide, il y avait une amélioration quand même du temps dans la cible sans rentrer dans la fourchette recommandée, où on avait une augmentation de 52 à 68% de temps dans la cible qui était tout de même significatif, mais ce qu'il faut souligner ici, c'est surtout la diminution de la variabilité glycémique avec ce type de médicament. Toujours dans le volet métabolique, on a aussi la réduction du poids. La réduction du poids peut aller de 1 kg jusqu'à 4 kg dans les études, mais ce qui a été, on va dire, ce qui a été objectivé, c'est une moyenne de 2 à 2,5 kg de moins chez les patients qui vont bénéficier de cette classe thérapeutique. Il y a aussi la réduction de la pression artérielle, une réduction minime de la pression artérielle systolique qui est entre 2 et 6 mm de mercure. Et quel qu'il soit le traitement, qu'il soit le patient vierge en ce qui concerne les thérapeutiques antihypertenseurs ou qu'il soit déjà sous traitement antihypertenseur. Donc, si on peut résumer la chose sur le plan métabolique, on a une réduction de l'hémoglobine glyquée, on a une réduction du poids, on a une réduction de la variabilité glycémique et on a aussi une réduction de la pression artérielle systolique. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout parce qu'on peut avoir des bienfaits métaboliques qui ont été sans une vraie preuve, parce qu'il n'y avait pas des études randomisées dans ce sens objectivement cet effet, mais il y avait tout de même déjà sur le plan physiopathologique, on sait très bien qu'on aura une augmentation de l'élimination d'acide urique, d'où une protection plus ou moins articulaire, et on a aussi une réduction du stress oxydatif, de l'inflammation par le biais de ces médicaments, ce qui va réduire la stéatose hépatique, sans oublier qu'on aura aussi une amélioration des paramètres métaboliques glycémiques et une diminution de l'insulinémie, ce qui va aussi améliorer la santé métabolique, surtout sur le plan hépatique. Et donc, ça a été étudié pour la dapagliflozine, ici dans la DAPA HF, après 12 mois de traitement par la dapagliflozine, on a remarqué qu'il existe une réduction significative du taux d'acide urique et on avait une réduction moyenne entre 8 et 10 mg par litre du taux de l'acide urique. Sur le plan hépatique, on avait toujours des paramètres d'amélioration, mais c'est toujours des paramètres d'évaluation indirecte où on avait ici, comme vous voyez sur cette slide, une amélioration de taux de transaminase, quel qu'il soit le taux de départ, même si vous avez un taux de départ normal, on a une amélioration de la santé hépatique à travers une réduction de moins 17 unités pour les alates et moins 27 unités pour les azates, et c'est une réduction bien évidemment moyenne. Donc, loin de l'efficacité métabolique, on part vers la protection cardiovasculaire. Vous le savez tous que la canagliflozine, la dapagliflozine et l'empagliflozine ont prouvé qu'il existe une amélioration de la santé cardiovasculaire et surtout en prévention secondaire. L'effet de classe, c'est surtout la réduction d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, mais on avait aussi
une amélioration du MACE pour la canagliflozine et l'empagliflozine, avec une amélioration qui était émoussée pour la dapagliflozine. Pourquoi? On s'est posé la question pourquoi? Parce qu'il y avait surtout plus de 60%, on va dire 60% de patients qui étaient en prévention primaire. Et quand on a ajusté sur cette méta-analyse, on a eu les paramètres qui sont positifs. Alors les glyphlosines, que ce soit la dapagliflozine, l'empagliflozine ou la canagliflozine, améliorent euh, euh, les, les événements aigus cardiovasculaires en matière de prévention secondaire. Et quand vous voyez en matière de présence de facteurs de risque, ça veut dire en prévention primaire, on n'a pas réussi à le démontrer pour la dapagliflozine et la canagliflozine et l'empagliflozine. C'est toujours bien de prouver l'efficacité de l'amélioration de la santé cardiovasculaire sur les études de vraie vie. C'est une étude de grande envergure euh, qui a comparé plus de 300 000 patients et c'était multicentrique international. Cette étude, quand elle a comparé, elle n'a pas comparé contre le placebo, elle a comparé les glyphosines contre les inhibiteurs de DPP4. On a réussi à démontrer que les patients qui sont sous glyphosine étaient à l'abri de toutes les complications cardiovasculaires, même la complication la plus controversée pour les glyphosines, qui est les AVC ischémiques. On avait une réduction significative contre les inhibiteurs DPP4, ce qui va conclure à travers cette étude de vraie vie que l'exposition aux glyphosines a réduit l'incidence de tous les événements cardiovasculaires en comparaison avec l'exposition aux inhibiteurs DPP4. Maintenant, sur le plan rénal, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué qu'il existe une néphroprotection d'emblée, déjà dans les premières études, qui étaient dédiées au cœur. Et les résultats étaient spectaculairement bons euh, en faveur de la néphroprotection, ce qui a mené à faire des études propres à chaque molécule, que ce soit Crédence pour la canagliflozine, euh, Dapa-CKD pour la dapagliflozine ou l'empaquidné pour l'empagliflozine. Et on avait, comme vous voyez là, c'est une illustration schématique biphasique, mais qui est remarquablement reproductible pour toutes les molécules, où on a une augmentation, une réduction du débit de filtration glomérulaire à l'initiation, à la mise sous traitement, et après vous aurez une stabilisation de la perte du débit ou la régression ou la- la diminution du débit de filtration glomérulaire. Et si on veut la schématiser en années de réussite ou en années de prévention de la mise en dialyse, si vous prenez euh, des patients qui sont d'emblée, qui ont un DFG entre 50 et 60 millilitres minute, vous aurez à éviter, si vous voulez éviter la mise en dialyse qui est indiquée aux alentours d'un DFG de 10 millilitres minute, vous aurez à gagner à peu près 16 ans en mettant ces patients-là sous dapagliflozine, comme le démontrent les résultats prédictifs à partir de l'étude DAPA-CKD. Donc, on peut conclure que, en ce qui concerne les glyphosines, on a une protection rénale, que ce soit sur le plan primaire et secondaire, qui est prouvée actuellement. On a une protection contre l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, que ce soit pour l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection conservée ou à fraction d'éjection réduite. Et on a une prévention contre les événements cardiovasculaires majeurs, mais c'est surtout en prévention secondaire. Et la question reste toujours de mise en ce qui concerne la prévention primaire. C'est bien de vouloir prescrire ces médicaments, mais il faut toujours se rappeler, quand on a une nouvelle classe thérapeutique à mettre en œuvre, il faut toujours avoir une idée sur la tolérance. Le maître mot sur la tolérance de cette classe thérapeutique, c'est qu'on a une classe qui est parfaitement bien tolérée. Les effets secondaires sont vraiment mineurs. Le seul effet secondaire fréquent, mais qui est bénin, c'est l'augmentation des infections génitales qui est multipliée par 3 à 4 fois plus chez les patients qui sont sous glyphosine. D'où l'intérêt de prendre des mesures qu'on va les voir par la suite. Commençons par les autres effets secondaires et par les effets secondaires les plus rares. Là, le risque de cétoacidose, il est là.
Pour le prévenir, c'est généralement, parfois c'est très atypique où vous avez des glycémies qui sont normales avec la présence d'acétone. Il faut toujours bien penser à prévenir ces cétoacidose diabétique sous glyphosine, surtout en pensant à arrêter le traitement en présence de fièvre, en présence de sepsis ou en présence d'une intervention chirurgicale, tout de la même manière comme ce qu'on a l'habitude de faire pour la metformine. Pour le risque d'amputation, il est maintenant euh, clairement établi, même pour la canagliflozine où on avait une augmentation d'amputation qui n'était pas tout de même significative. La mise en garde a été enlevée pour la canagliflozine, mais il faut toujours garder à l'esprit que chez les patients qui ne sont pas encore revascularisés, qui portent une ischémie sévère, à décaler, pas à ne pas indiquer, mais plutôt à décaler l'intervention thérapeutique par les glyphlosines en post-revascularisation. L'effet aussi secondaire qui n'est pas rare, mais qui est moins fréquent, c'est les hypoglycémies. Et c'est surtout des hypoglycémies, comme vous le voyez ici, qui sont majorées en présence de sulfamide et d'insuline. En présence de sulfamide et d'insuline, pour les cardiologues et néphrologues qui maintenant sont aussi on va dire, séduit par la molécule, il faut penser à demander l'avis de l'endocrinologue pour les ajustements thérapeutiques. Et on sait très bien qu'on va devoir baisser des doses d'insuline, on va devoir baisser des doses de sulfamide, surtout chez les patients qui sont équilibrés. Sur le plan de l'ajustement du traitement diurétique, on peut penser à l'ajuster surtout en présence d'une hypovolémie ou en présence de signes d'hypotension. Il faut penser à les ajuster. En dehors de ça, généralement, l'introduction ne va pas être accompagnée, sauf des cas très rares d'hypovolémie ou d'hypotension. Donc, à travers tout ce qu'on a discuté, on peut maintenant conclure sur la place des glyphlosines dans la stratégie thérapeutique du diabète de type 2. Alors, ce qu'il faut souligner dans les recommandations, c'est que la place de la metformine et des mesures hygiéno-diététiques est incontournable en 2023 en ce qui concerne la prise en charge du diabète de type 2. Cette place, après l'échec de la metformine ou en présence d'atteinte d'organes cibles, on pense à mettre des médicaments protecteurs et on aura ce que vous voyez là sur la gauche de votre écran. Ça représente un petit peu le un tiers, voire un peu plus des patients, où vous aurez soit euh, une prise en charge cardiovasculaire secondaire ou de facteurs de risque cardiovasculaire élevés, ou vous aurez le choix entre les glyphlosines et les analogues GLP-1. En présence d'une insuffisance cardiaque, le choix va directement vers l'instauration d'un traitement par les glyphlosines. Et en présence d'atteinte rénale, c'est de la même manière. Le premier choix thérapeutique et dès le stade ici en 2023, dès le stade de microalbuminurie, il faut juste s'assurer en confirmant cette microalbuminurie au départ. Et puis, il faut tout de même essayer d'être sûr que votre patient déjà a pris des médicaments néphroprotecteurs, à savoir les sartans. Et ce que vous avez à la droite de votre écran, c'est plus de la moitié des patients qui n'auront pas d'atteinte d'organes cibles et où on aura recours à cette classe thérapeutique après l'échec de la metformine et des mesures hygiéno-diététiques. Et cette classe thérapeutique sera préférable vu son efficacité parce qu'elle est considérée comme haute efficacité en ce qui concerne la réduction de l'hémoglobine glyquée. Et aussi, on a vu qu'il existe aussi une réduction de la variabilité glycémique et sans oublier qu'il existe aussi un effet sur le poids. Donc, en présence d'obésité, c'est une classe thérapeutique qui est la bienvenue, quoique son effet thérapeutique par rapport aux analogues GLP-1 est considéré comme un effet quand même qui est intermédiaire. Le problème des recommandations, c'est surtout de voir leur applicabilité. Et je partage avec vous le résultat d'une étude
dont j'ai l'honneur de la diriger dans notre service. Et c'était une étude qui a été faite dans la région de Meknès, où on a essayé de voir, de récolter les différents facteurs de risque et surtout de voir l'applicabilité des recommandations en ce qui concerne notre pratique courante à l'hôpital militaire de Meknès. Ce qu'on a réalisé, c'est que pour toutes les médications de protection, il y avait une augmentation significative des prescriptions en prévention secondaire. L'exemple ici, que ce soit des statines, des antiagrégants, on avait pour les patients qui ont un événement cardiovasculaire, on avait 100% de prescription de statines. Alors que pour les médicaments cardioprotecteurs et néphroprotecteurs en prévention secondaire sur le plan diabétique, ils étaient moins prescrits et on avait le moindre recours, que ce soit aux analogues GLP-1 ou aux gliflozines, en présence de maladies cardiovasculaires. C'est clair qu'il y avait une prescription significativement plus grande que chez les patients qui sont en prévention secondaire par rapport à ceux qui sont en prévention primaire, mais c'est une prescription qui reste sous-optimale et on n'a que 2 patients sur 10 qui ont bénéficié d'un traitement protecteur, ça veut dire c'est un traitement ciblant euh, la cardioprotection ou la néphroprotection. Pourquoi on n'a pas, et ces constatations, ce n'est pas que au Maroc ou que dans la région Meknès, c'est des constatations même à l'échelle internationale. Et là, on peut dire que l'applicabilité des recommandations, ça avoisine les 50%, si ce n'est pas moins. Donc, pourquoi on a cette réduction de l'applicabilité? Est-ce que derrière cette inertie thérapeutique, est-ce que c'est le médecin qui est responsable? C'est plutôt le patient ou c'est le système de santé? Je crois que la cause est triple. C'est pour ça qu'il faut essayer de la faire réduire au maximum en pensant à prescrire ces médicaments protecteurs en prévention, surtout en prévention secondaire. Donc, on va penser clairement à prescrire les gliflozines pour protéger le rein ou pour protéger le cœur de votre patient, ça d'une part, mais sans oublier aussi qu'on peut les prescrire pour réduire l'hémoglobine glyquée, pour réduire la variabilité glycémique et aussi pour d'autres atouts thérapeutiques métaboliques qu'on a vus tous ensemble. La tolérance de cette classe thérapeutique est parfaite. Il faut toujours penser à éduquer les patients sur le plan des infections génitales. En ce qui concerne le mode d'action, il faut l'expliquer au patient qu'il aura une miction de plus. Il faut lui expliquer qu'il faut bien s'hydrater et il faut avoir les habitudes d'hygiène de vie pour contrebalancer cette fréquence élevée des mucoses, à savoir qu'il faut bien laver les sous-vêtements, il faut bien il faut bien les laver à chaud pour essayer d'éviter ces infections mycosiques. Il faut interrompre cette médication en jour de la maladie et il faut penser à prendre soin des pieds pour éviter ces fameux amputations mineures qui étaient plus ou moins rapportées dans la littérature. Et je vous remercie pour votre attention et à bientôt.